y a deux grandes étapes et avec ce modèle de sous-étapes. La première étape concerne l'organisation des parcelles. Donc, puis aller, il faut un parti prenante et former réellement une coalition. Donc, ce qui dit que dans nos pays, nos réseaux ne vont pas seulement seuls aller faire un plaidoyer pour les droits associés, tout acteur clé pour réussir son plaidoyer. Ensuite, c'est l'identification des enjeux. Donc, nous devons analyser les besoins financiers, les priorités, surtout, pour en définir les objectifs plaidoyer. Ici, ma question et si il y a des alimentaires qui sont élaborés. Donc, c'est après avoir identifié les enjeux qu'on fait élaborer les alimentaires pour les clés. Qu'est-ce que dans les kits, comme vous avez dit, il y a déjà des présentations, ça quand même. Donc, on a déjà des présentations. Seulement, on va la mise à jour de cette présentation ici. Merci beaucoup. Alors, quelles sont les stratégies et les tactiques budgétaires? Nous parlons ici de communication ciblée et de mobilisation citoyenne. L'aspect mobilisation citoyenne va revenir maintenant dans nos actions de plaidoyer parce qu'il y a une implémentation qui est une réussite. Lorsque nous ascensionnons nos plaidoyers en mobilisant les citoyens. Donc, en faisant participer les citoyens à cette action. Donc, alors là, nous devons utiliser des messages clés pour pouvoir les sont adaptés à nos cibles et ensuite engager tout le niveau de la population dans nos démarches. Parfois, lorsque nous avons parlé au niveau des collectivités locales, nous les mobilisons pour pouvoir financer la santé, alors que la population ne sait même pas ce qui se passe. Or, si on mobilise la population, on comprend pourquoi est-ce qu'on veut que les collectivités locales puissent financer la santé. Ça est le cas lorsque on collecte les fonds chez elles, est-ce qu'au moins une partie va financer leur santé. Mais lorsque c'est un autre plan de lumière, ça aussi, ça n'a pas d'impact. On aurait aimé partager un succès dans l'espace terrestre. Il y a un succès au Malawi qui a attiré notre attention, qu'on veut partager avec vous. Le succès sur le projet budgétaire. Donc, en tant que tout démarré au Malawi, on va laisser avec vous que je vais essayer de partager avec vous. Le Malawi a fait l'organisation de la société civile du Malawi. Malawi doit faire un travail très louable, étape par étape. Ce pays a quitté 300 milliards de leur monnaie pour la santé à 700 milliards. Et le gouvernement a promis faire le nécessaire pour que d'ici 2 à 3 ans, qu'ils puissent aller au 15% des réfugiés contre le Diable. Donc, je pense que c'est un cas d'école et on va apprendre de chez eux comment ils sont arrivés à, si nous voyons que 300 milliards à 700 milliards, comment ils ont pu le faire, c'est un cas d'école. Alors, quels sont les obstacles et les solutions? En matière de période budgétaire, il y a ce que nous appelons le manque de transparence. Donc, à ce niveau, nous devons établir des processus budgétaires opaques et proposer des mécanismes. Et ensuite, la résistance politique, nous avons ça aussi. C'est ça que nous appelons la volonté politique parce que des fois, les dirigeants font des déclarations, de belles déclarations, mais dans l'applicabilité, il n'y a rien. Donc, voilà des obstacles et des solutions que nous avons.
pratique où y arriver, comme on le disait, c'est le statut des alliances. C'est un aspect capital dans le projet budgétaire, les alliances, et aussi la persévérance. Et on ne va pas vous l'apprendre, c'est que dans les activités de plaidoyer, si on n'est pas persévérant, on démissionne en cours de juin. Parce qu'il y a beaucoup d'obstacles qu'on rencontre lorsqu'on entame le processus de plaidoyer. Maintenant, pour ce qui concerne le financement de la santé et la couverture sanitaire universelle, tout d'abord, rappelons-nous que la couverture sanitaire universelle, cela signifie simplement que toutes les personnes et communautés ont accès aux services de santé dont elles ont besoin, avec deux éléments principaux, un suivi des difficultés financières. Donc la personne ne doit pas, à cause de sa paupérisation, ne doit pas être privée de sa santé parce que la personne est pauvre. Donc l'État va tout faire pour garantir à tout individu émanant sur le territoire la santé garantie. Donc l'État doit, et aujourd'hui, comme je l'ai dit ce matin, beaucoup de pays s'engagent maintenant à mettre ce système en place et en Côte d'Ivoire, il y a une couverture maladie universelle. Donc chaque pays a sa définition à la base. Et le Togo aussi a lancé cette année ce processus de couverture sanitaire universelle et aujourd'hui avec la caisse de la sécurité sociale dont les gens peuvent bénéficier ici à tout le Togo. Alors, il faut comprendre la grande composante des essentiels de santé, de la prévention et de la réadaptation. Les trois éléments là sont essentiels pour qu'on puisse parler d'une couverture sanitaire universelle. Alors, quelle est l'importance du financement des pour atteindre la couverture? C'est-à-dire que c'est là que, en tant que plaideur, nous devons avoir des innovations dans nos actions pour prouver à l'autorité que lorsque vous parlez de la couverture sanitaire universelle, il y a vraiment des actes, des actions qu'il faut prioriser. Et lorsque il n'y a pas la disponibilité, l'accessibilité et la qualité des services de santé, alors on ne peut jamais parler de couverture sanitaire, que c'est incomplet. Ce sont des choses qui vont nous perdre. Par exemple, si les citoyens se rendent dans une formation sanitaire et qu'il y a une de ces qualités qui se trouve donc il n'y a pas de sanitaire universelle. Parce que lorsqu'il n'y a pas la disponibilité des produits, c'est pourquoi nous sommes en train de dire qu'il faut que nos plaideurs fassent en sorte que dans cette couverture, qui est la planification familiale. Parce que lorsqu'il n'y a pas ça, la femme, on a convaincu d'aller, et que la famille est, et qu'il n'y a pas le produit, déjà aussi il y a problème. Donc on est en train de se battre pour ça aussi, pour qu'on puisse considérer les produits PF dans cette couverture-là. Il y a un financement insuffisant qui peut entraîner des pénuries de services. Lorsque l'État n'arrive pas à mettre des fonds conséquents pour cette couverture, alors il y a des pénuries, il y a aussi la qualité médiocre. Parce qu'on dit que lorsque le client sort de l'hôpital ou bien de la province sanitaire et que le client est satisfait, ça veut dire que tout est bon. Mais si le client n'est pas satisfait, vous n'avez rien fait, malgré les efforts qui sont déployés dans cette formation sanitaire. Donc, alors là, on dit que le budget vise à garantir les ressources financières nécessaires qui soient allouées et utilisées sur. Elle sensibilise alors le public en les mobilisant pour ces taxes. Et les médias doivent accompagner, aider et faire la promotion en informant le public sur les questions. Le public doit savoir. Lorsqu'on parle de financement de la santé, comme à chaque assemblée, c'est eux qui sont chargés de voter le budget. Donc, ces parlementaires peuvent influencer l'allocation, peuvent avoir les connaissances de l'importance de la couverture sanitaire universelle pour le financement de la santé, dit non, par rapport à
telle, parce que c'est la population qui vote pour ces parlementaires. Si cette population doit avoir la bonne santé, ça dépendra du budget qu'eux vont voter au Parlement. Donc, ils ont un rôle crucial à jouer dans cela. Maintenant, il y a la transparence et la régularité. Et c'est ça que nous rencontrons souvent au niveau des populations. Parce que les populations disent qu'il n'y a pas la transparence ni la régularité. Parce que lorsque, à la fin, on ne rend pas compte à la population de comment ce franc a été utilisé, alors là, les populations sont réticentes à ce qu'elles contribuent et qu'elles entendent qu'on donne tel montant à tel projet. Donc, il faut que dans le financement de la santé, il faut surtout la transparence et aussi que les responsables puissent garantir la redevabilité. Alors, quels sont les principes clés du financement public de la santé pour la CSU? Cela est essentiel pour atteindre l'accès universel aux services de santé. Et nous avons 4 principes: l'équité, l'efficience, la transparence et la durabilité. Donc voilà les 4 principes socles pour le financement afin d'assurer la couverture sanitaire universelle. Les concepts de politique publique pertinents pour la CSU. La CSU repose sur des politiques publiques qui visent à garantir l'accès universel de santé essentielle. Et nous avons à ce niveau la solidarité, la mutualisation des risques et la protection contre les dépenses de santé catastrophiques. Dans nos pays, presque on a peu de même réalité, c'est les dépenses des ménages. Les ménages supportent à un taux très élevé le financement de la santé. Le cas du Togo, c'est 62%. Donc, on a été de faire le niveau du gouvernement que si la population, les ménages contribuent à 62% de la santé, on ne peut jamais atteindre l'indicateur de la CSU. On ne peut jamais l'atteindre. Parce qu'il faut que le taux là soit réduit pour qu'on puisse dire que vraiment la CSU est effective. Tant que le taux là va être toujours élevé, les ménages vont toujours supporter à un taux élevé le financement de la santé, alors la proximité universelle a des soucis. Alors, quelle est alors l'importance du budget public, surtout le budget public pour la CSU? Le budget public, c'est un outil crucial pour allouer les ressources nécessaires à la santé et à la CSU. Donc, une allocation budgétaire adéquate et ciblée nécessaire pour financer les services de santé essentiels et réduire alors les inégalités d'accès. Donc, on va essayer de rappeler aussi le cycle budgétaire et la CSU. Comme nous le savons, ceci comprend la planification, l'allocation, l'exécution, l'évaluation du budget de la santé. Donc, alors que chaque étape offre une opportunité d'intégrer les priorités de la CSU, à chaque étape, comme toutes les étapes, ça arrive maintenant à la CSU, il faut qu'à chaque étape du cycle budgétaire, on puisse relever les aspects de la politique sanitaire universelle afin que cela soit intégré à chaque étape du processus. Quel est alors le lien entre le cycle budgétaire et la planification budgétaire de la CSU? Il y a un lien. Tout d'abord, cela doit être aligné sur le cycle budgétaire pour garantir l'efficacité et la pertinence des dépenses de santé. Donc, notre plaidoyer maintenant, c'est que lors de l'élaboration du budget, au niveau de chaque département, et surtout ce qui concerne la santé et la santé universelle, il va falloir qu'au niveau de la planification budgétaire, qu'on puisse sortir des indicateurs nécessaires qui vont aider les planificateurs à savoir qu'à ce niveau-là, on a besoin de tel pour s'assurer que vraiment tous les indicateurs sont pris en compte. Donc, la planification budgétaire bien conçue permet alors d'aider les besoins en financement de la santé et d'allouer des ressources de manière équitable et de suivre les dépenses pour évaluer l'impact sur la couverture sanitaire universelle. Quels sont alors les piliers essentiels de la gouvernance démocratique et de la redevabilité dans le financement de la santé? Nous en avons 3. Il y a la transparence, accès à l'information et la participation citoyenne. Donc,
il faut qu'il y ait une transparence dans la gestion, il faut qu'il y ait que l'information soit partagée, que les populations soient informées, que tous les agents soient informés et qu'il y ait la participation citoyenne. Donc, dès qu'il y a ça, alors là, on a un pilier essentiel pour notre gouvernance démocratique, surtout pour la redevabilité. Quel est alors le rôle de l'important plutôt de la transparence dans les décisions budgétaires? Donc, cela garantit en fait la prise de décision budgétaire, que cela soit ouvert et accessible, permettant ainsi un examen et une surveillance publique. Elle favorise la confiance entre les systèmes de santé et assure que les ressources sont allouées de manière équitable et efficace pour la population. Alors nous voulons à la participation citoyenne dans le secteur budgétaire. La participation citoyenne, comme je l'avais dit longtemps, implique l'engagement des individus et des communautés dans les exercices budgétaires. Et je dis c'est une nouvelle approche qu'on a commencé à explorer au niveau des collectivités locales. Et cette approche-là, on aurait aimé commencer par l'explorer aussi dans nos approches au niveau du gouvernement et autres secteurs. L'analyse budgétaire comme outil de plaidoyer. Donc, c'est un outil essentiel pour comprendre comment les ressources sont allouées et dépensées dans le secteur de la santé. Elle permet d'identifier les écarts entre les engagements politiques et les allocations budgétaires. Et ainsi, ça, en tant qu'acteur, ça permet de faire le plaidoyer pour une situation équitable et efficace. N'oublions pas que parfois, on s'arrête seulement à ce que nous on fait le plaidoyer, on a alloué, alors qu'on peut encore faire, en temps, il y a 3 ans, on a fait un plaidoyer au niveau de la DSN, de direction santé de l'enfant, pour voir l'allocation là, est-ce qu'il y a, parce qu'on a eu un problème au niveau de la santé générale, il y avait dans un jour, les députés nous ont dit, il y a sous-consommation. Et vous venez encore nous dire d'augmenter le budget. Donc il y a aussi ce problème-là. Donc nous, notre développement ne va pas s'arrêter à l'allocation, mais on peut aller aussi au niveau des dépenses, faire la préparation pour qu'il y ait vraiment la consommation, pour que lorsque nous on dit d'augmenter de l'autre côté, on nous dit que au retour, il y a sous-consommation. Donc aussi, on a ce problème dans nos pays où certaines enveloppes ne sont pas consommées. Il y a toujours le retour, en fait, en fin d'année budgétaire, on voit que la consommation est à 70%, 80%, et on demande encore les répercuter. Donc ça pose des problèmes. Ça pose énormément de problèmes. La méthodologie de l'année budgétaire pour la CSU. Là, il faut identifier les coûts budgétaires pertinents pour la santé et la CSU. Ce matin, madame elle avait dit, et c'est pourquoi est-ce que nous allons pour faire un plaidoyer auprès du secteur. On a un engagement pris par les États, donc ça veut dire que c'est un indicateur sur lequel on se base. Maintenant, à ce niveau aussi, il faut vraiment que ce soit pertinent. Pourquoi vous voulez que ça soit ici et aussi examiner l'évolution des enveloppes budgétaires au fil des temps. Nous allons voir tout de suite lorsque les prix vont commencer à présenter. On va voir comment est-ce que les allocations vont évoluer de telle année jusqu'à pour nous permettre de savoir comment aussi programmer. Analyser la répartition des fonds entre les différents niveaux de soins, services et régions géographiques. Et ensuite, évaluer l'adéquation du financement par rapport aux besoins de santé et aux objectifs de la CSU. Donc, quels sont les piliers clés de la CSU? C'est cette base aussi qu'on va analyser et en faire le boucle. Alors, dans nos régions, quels sont les enjeux de financement de la santé? On a identifié 3. Il y a l'importance du financement, équité et accès, et ensuite un soutien à la prévention. Donc, c'est les 3 enjeux que nous avons identifiés. Et ensuite, quelles sont les stratégies de financement pour la couverture sanitaire universelle? Nous parlons de 3. Il y a partenariat public-privé, assurance maladie universelle et investissement public. Donc, aujourd'hui, nous voyons que beaucoup d'États mettent l'action sur ce qui est au milieu
les trois, c'est un problème, plus d'assurance sont maintenant sur le niveau de l'assurance maladie universelle. Parce qu'en temps, beaucoup de gens confondaient la CSU et l'assurance maladie universelle. Alors que l'assurance maladie universelle n'est qu'une partie de la CSU. La CSU est globale et l'assurance maladie universelle n'est qu'une partie qui contribue à la CSU. Donc, beaucoup de gens, il y avait des gens, quand on parlait de la CSU, les gens disaient, on fait déjà ça. On dit non. Vous prenez une composante et la composante n'est pas l'élément entier. Donc, ce n'est qu'une composante que vous réalisez. Alors, quels sont les défis et les obstacles? Vraiment, on a beaucoup de défis et beaucoup d'obstacles. Tout d'abord, des ressources limitées, les inégalités régionales, les corruptions de mauvaise gestion. C'est pourquoi nous parlons de ruralité. Parce que lorsque les populations remarquent qu'il y a trop de mauvaise gestion, donc là, il y a réticence de contribuer alors que nous avons contribué d'une manière. Donc, par exemple, lorsqu'on a lancé l'auto-Fortobo, l'assurance maladie universelle, la couverture maladie universelle à travers laquelle nous sommes privés, les gens ont commencé par donner qu'ils ne comprennent pas pourquoi on les oblige à leur payer. Mais parce que la population a l'information et sait que ça va dans ton avantage, il est facile de parler de l'humanité. Donc, solution et recommandation, tout d'abord, il faut renforcer la gouvernance, former le personnel et mobiliser les ressources. C'est là que nous pouvons intervenir. Alors, quels sont les impacts et les bénéfices? Tout d'abord, si on y arrive, il y aura une amélioration de la productivité et une réduction de la pauvreté. Il y aura la réduction des inégalités et la sécurité sanitaire mondiale va être maintenant renforcée. Voilà, Monsieur le Président, et ce que j'aimerais partager avec l'ensemble des participants, juste pour nous apprécier la mémoire. C'est que Bien, nous avons attentivement écouté Monsieur le Président de la Fédération. Nous avons été sur le financement de la santé et la couverture sanitaire universelle. À présent, nous allons ouvrir la liste des intervenants. Le Président a dit en substance que c'est pour nous rafraîchir la mémoire. Donc, j'attends vos interventions. La Gambie. La Guinée. Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire. Ensuite, ça va. Ok. Nous avons 4 intervenants au moment. Nous allons commencer par la Gambie. Thank you, Mr. President. This is an interesting video. Following the decision of WHO for countries to introduce universal health coverage, many countries have already initiated the idea. But the challenges are numerous. And in addition to like what you highlighted, the funding inequity in health, supervision, inadequate supervision. But what we are seeing now is the epidemiological challenges. Like we are trying to address infectious diseases, but the non-communicable diseases are coming up.
becoming a challenge for the health states. While we are trying to tackle the infectious diseases like malaria, tuberculosis, you name it, we are seeing an increase in the non-communicable diseases like diabetes, hypertension, and even in the area of malnutrition. While we are addressing wasting and stunting, obesity is also coming up. So ill health is as dynamic as society. If we are changing, the disease pattern also change. And we are also seeing the emergence of even diseases that have been already tackled. We are seeing the emergence. So these are some of the problems most developing countries are faced with. So I think it's important we build our system. Otherwise, these challenges will continue for some time. This is just a comment. I'm not asking. Thank you. Merci, Mme Gambi. La parole est à la Guinée. Merci beaucoup au Président pour la présentation. Je vois que c'est très très intéressant. On comprend que le plaidoyer ne s'improvise pas. Il y a toute une méthodologie, il y a tout un tas d'outils qu'il faut comprendre pour réussir son plaidoyer. Donc, pour moi, le plaidoyer que nous devons faire dans notre pays, ça nous renseigne qu'on doit se baser sur cette méthodologie pour vraiment réussir nos plaidoyers dans nos différents pays. Alors, dans le cadre de la CSI, vous avez dit ce qui est vrai qu'on ne peut pas parler de CSI tant que les dépenses des ménages restent les dépenses les plus élevées. Est-ce qu'on peut aujourd'hui aller vers la CSI sans parler des réformes du système de santé dans notre pays? C'est ce que je voulais poser comme question parce que les deux sont intimement liés. Si le système de santé ne s'y apprête pas pour aller vers la couverture santé universelle, quel que soit vos plaidoyers, ça va tomber dans. Je pense qu'il y aura beaucoup de choses à faire. Voilà, je voulais savoir la relation entre le système de santé et la tête de la CSI dans nos pays. Merci. Merci à vous. La parole est à l'auteur. Merci, Président, pour cet éclaircissement. Je pense que nous sommes en train de nous éclairer davantage sur tout ce système-là qui est très important. Tout à l'heure, quand tu intervenais, tu as dit qu'il y avait le manque de la sous-consommation des dépenses. Alors, je me pose la question de savoir quelle stratégie le réseau peut mettre en place pour vérifier la consommation du budget afin de pouvoir être à même de développer son augmentation. Il y a aussi, vers la fin de ta présentation, tu as relevé le problème de la corruption. Face à cette situation-là qui est typiquement à l'homme et à son éducation, comment est-ce que le réseau peut-il se préparer? Parce qu'on ne peut jamais dire que ouais, ces choses-là. Comment le réseau peut-il se préparer? Quels sont les actes qu'il peut déjà mettre en budget pour éviter ce genre de choses? Merci. Merci, honorable. Moi, je voudrais savoir
expansion. Moi, je voudrais savoir, est-ce qu'on peut avoir des exemples? Je demande parce que c'est comme tout à l'heure avant la pause, on était disant que la politique, la déclaration d'Abuja, c'était des objectifs qui se sont fixés des chefs d'État. Donc, partant de cela, si j'ai bien compris, c'est une vision. Et ce n'est pas vraiment quelque chose qui est contraire. Donc, le réseau est né pour pouvoir amener, pour pouvoir influencer, pour pouvoir impacter les institutions du pays, pour pouvoir amener les décideurs à cet objectif-là. Donc, pour y arriver, il va sans doute mettre des stratégies en place. Donc, je demande aussi à savoir quels sont les aspects clés, parce que vous avez parlé de la population. Dans le réseau national est là. Après le réseau, dans le réseau, qui a-t-il encore? Quelles sont, comme on appelle, on va dire, les autres sociétés civiles qui peuvent amener, booster les actions que va mener le réseau? Je ne sais pas si vous voyez bien. Ok, merci beaucoup pour l'intérêt, merci pour les interventions. Donc, la Gambie a fait une contribution, la première. Je voulais savoir, est-ce qu'on peut avoir une CSU sans revoir le système de santé? En fait, la CSU repose sur le système de santé existant. Maintenant, comment l'adapter? C'est l'adaptation. On ne peut pas changer d'un coup comme ça, un système qui est fondé et qui est déjà pratiqué durant des années. C'est de voir s'il y a des failles dans le système. Donc, la CSU vient s'implanter dans ce système qui existe et c'est le système qui donne les directives que la CSU doit suivre pour pouvoir c'est déjà implanté. Donc, il y a donc à ce que d'autres personnes ont fait ça bien avisé qui puissent contribuer à cela. Maintenant, Madame le docteur, je voudrais savoir quelles sont les stratégies pour la sous-consommation. En fait, dans l'objectif d'un réseau, il y a un aspect de renforcement de capacité. Et je l'avais dit longtemps dans le niveau du personnel de la santé. Donc, le réseau peut mobiliser des fonds pour renforcer les capacités des acteurs. Lorsque moi j'ai commencé par le militaire, j'ai eu à comme une plus. Par exemple, il y a un problème. Il y a un problème d'élaboration des thèmes de référence dans un ministère. Parce que si la personne chargée n'a pas la compétence d'élaborer les thèmes de référence, les fonds seront là, mais la personne ne peut pas l'utiliser. Parce qu'avant que les fonds soient décaissés, il faut les thèmes de référence. Donc, ça veut dire qu'il y a le plan. Maintenant, comment élaborer ces plans de cette TDR? C'est ça le problème. Moi, j'ai rencontré beaucoup de personnes qui m'ont dit qu'ils ont de l'argent, mais il n'y a pas des gens habilités à élaborer les TDR, les thèmes de référence. Donc, il y a ce problème. Donc, ça veut dire que sur nous, en tant que plaideurs, on peut faire ce plaidoyer, leur renforcer les capacités et pour qu'ils puissent savoir comment élaborer les thèmes de référence pour la consommation. Donc, c'est une piste de solution à ça. Donc, c'est pourquoi il dit on ne va pas seulement faire le plaidoyer pour la location, on peut faire le plaidoyer pour l'utilisation des fonds. Sinon, on risque de faire l'effort de l'autre côté et de ce côté, les fonds ne sont pas utilisés. Alors, c'est qu'on aura tous les problèmes dans nos plaidoyers. On va vous dire qu'il y a une consommation. Donc, voilà une piste qu'on peut impliquer. Maintenant, c'est la même chose pour la commission aussi. C'est un renforcement des capacités. Et je pense qu'il y a des partenaires qui appuient pour renforcer la corruption. Donc, on peut mobiliser des fonds parce que c'est de bonne guerre. Vous ne pouvez pas aller mobiliser des fonds en quelque part et que de l'autre côté, les gens utilisent maladroitement et que les gens n'ont pas de résultats. Donc, ça veut dire que un partenaire qui vous demande un financement pour former, renforcer, pour lutter contre la corruption, je ne suis pas sûr que le partenaire va refuser.
C'est-à-dire ça va donner le résultat, vous lui demandez que vous mobilisez des fonds, mais ce n'est pas des fonds sont mal utilisés, donc on va vous appuyer pour renforcer les capacités. Maintenant, pour les coalitions, en fait, en matière de plaidoyer, quelle que soit votre force, il faut identifier 12 affaires pour faire la coalition. Le réseau du Togo seul ne fait jamais son plaidoyer. On assure toujours, parce qu'il y a des acteurs clés dans le système. Parce que lorsqu'on va faire un plan de plaidoyer, il faut des alliés. Donc il faut faire toujours l'alliance. Par exemple, en 2016 plutôt, le Togo n'avait que 25 millions, ne donnait que 25 millions pour l'achat des convertis. Donc on a décidé de faire une alliance avec la TIBF, parce que la TIBF avait une renommée nationale. Donc on a associé la TIBF et le secteur privé de la santé pour qu'on puisse aller demander au gouvernement, non, que vous demandez aux gens d'aller faire la prestation familiale, donc vous devez 25 millions pour acheter des produits. Alors là, il y a un problème. Donc on a plaidé, et première année, on a obtenu 125 millions. Deuxième année, 150 millions. Et on est toujours, tout le problème, maintenant c'est 150 millions, on a ça. Et même en temps de Covid, ils ont coupé 50 millions. Le réseau de parti dit non. Et à ce moment-là, on a 50 millions. Donc ça veut dire que si vous ne faites pas des alliances, vous ne pouvez pas réussir. On a besoin des alliances. Quelle que soit notre force, on a besoin des gens pour pouvoir réussir. C'est ça le secret du plaidoyer. Merci beaucoup. S'il y a d'autres apports par rapport aux questions posées, tous les participants sont habilités à nous accompagner. Voilà. Merci, Président. Est-ce qu'il y a d'autres contributions, d'autres questions? On va applaudir le Président. La prochaine intervention poursuit les présentations pays 2020-2023. Et je crois que c'est la Côte d'Ivoire qui va la présenter. Non, c'est Bénin d'abord. Ah, c'est d'abord le Bénin. Ok. Bénin, Burkina Faso, Côte d'Ivoire. Ok. Merci, Monsieur le Président. Merci de m'avoir présenté le Président. Je sais que la plupart des participants sont en train de faire une lutte héroïque contre le sommeil. On va se lever. Voilà. On va se lever. La nourriture a été très consistante là. On va se lever. On va parler un vrai sportif dans la salle là. Non, il ne faut pas demander à des personnes qui commencent par conjuguer leur avenir au passé. D'accord, merci beaucoup. Merci. Merci. Et par rapport au canevas qui a été partagé par le président à tout le monde, je vous fais le devoir de présenter les actes du Bénin. Je pense que j'ai déplacé. Voilà. Le plan de présentation, c'est le plan qui a été partagé avec tout le monde, à savoir une exposition des actions entreprises
par le pays, les perspectives, une conclusion et les recommandations. En introduction, je voulais situer le Bénin par rapport aux autres pays et dire que le Bénin est un état de la sous-région ouest africaine et situé sur le sol sénégalais. On est limité au nord par le fleuve Niger, donc le Niger. Au nord-ouest par le Burkina, à l'ouest par le Togo, à l'est par le Grand Nigeria. Le Bénin n'est pas petit non plus. Et au sud par l'océan Atlantique et couvre une superficie de 114 763 km². Sur le plan démographique, la population béninoise est estimée actuellement près de la moitié de la population a moins de 15 ans. La proportion des femmes en âge de procréer est de 3% et le taux d'accroissement est quand même l'un des plus forts, 3,25, avec une densité moyenne de 115 habitants par kilomètre carré. La structure de l'économie est quasi